Je m'appelle Chelsea. J'ai 28 ans et je travaille comme enseignante en école maternelle. Je suis rentrée à la maison pour les vacances du Nouvel An, m'attendant au dîner de famille chaotique habituel. Au lieu de cela, j'ai poussé la porte d'entrée de notre maison à Madison et j'ai été accueilli par un silence de mort. Les lumières étaient éteintes et la maison était glaciale. Un instinct vif m'a dit que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai laissé tomber mes sacs et j'ai sprinté dans le couloir jusqu'à la chambre principale. Mon père était allongé sur le bord du lit, son corps recroquevillé sur lui-même. Il se serrait le côté gauche de la poitrine, en proie à une douleur intense, sa chemise trempée de sueur froide. Il s'éteignait rapidement à cause de ce qui ressemblait à une urgence médicale critique. Je me suis précipité à ses côtés, attrapant mon téléphone pour appeler à l'aide. C'est là que je l'ai vu. Posé parfaitement au centre de la table de nuit se trouvait un post-it jaune. Il était écrit de l'écriture négligente de ma mère. Aucun numéro d'urgence, aucune panique et absolument aucune inquiétude. Juste une instruction froide. On pouvait y lire, ta mère et ta sœur sont parties à Hawaï. Reste et prends soin de ton père. Elle l'avait laissé ici, complètement impuissant, pendant qu'elle prenait un vol pour une station balnéaire insulaire. J'ai rapidement composé le 911, mais la main tremblante de mon père s'est tendue et a attrapé mon poignet. Sa poigne était faible, mais ses yeux étaient plus perçants que je ne les avais vus depuis des années. Il m'a regardé, luttant contre la douleur intense, et a murmuré, « Veux-tu m'aider à leur donner une leçon ?» Je n'ai pas hésité. J'ai hoché la tête et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Si vous avez déjà eu affaire à des parents toxiques qui pensent qu'ils peuvent vous utiliser et s'en tirer sans aucune conséquence, vous devez écouter cette histoire. Appuyez sur le bouton d'abonnement, donnez un j'aime à cette vidéo, et laissez-moi vous raconter exactement comment mon père et moi avons livré le retour à la réalité ultime. Tôt le lendemain matin, le bip régulier d'un moniteur cardiaque résonnait dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital. J'étais assise sur une chaise en plastique rigide à côté du lit, regardant la poitrine de mon père se soulever et s'abaisser. Le docteur Aeris, le cardiologue traitant, est entré dans la chambre en tenant un presse-papier. Il m'a regardé avec une expression sérieuse et a expliqué que mon père avait subi un événement cardiaque grave. Le médecin a déclaré clairement que si l'ambulance était arrivée 5 minutes plus tard, il aurait été trop tard pour le sauver. J'ai dégluti difficilement et j'ai suivi le docteur Aeris dans le couloir animé pour remplir les formulaires d'admission à l'hôpital. La paperasse exigeait un contact d'urgence désigné et un décideur médical. J'ai regardé la ligne vide sur le formulaire, sachant que les 2 personnes qui auraient dû y figurer se trouvaient actuellement à des milliers de kilomètres. J'ai pris le stylo et j'ai écrit mon propre nom, signant en tant que son unique contact d'urgence. Je suis retourné dans la chambre et j'ai repris ma place à côté du lit. Quelques heures plus tard, les paupières de mon père ont scié. Il a gémi doucement, bougeant contre les draps de l'hôpital. Je me suis immédiatement levé et me suis penché sur la barrière du lit. Il a cligné des yeux face aux dures lumières fluorescentes, son regard se concentrant lentement sur mon visage. Il a semblé confus un bref instant avant que le souvenir de la nuit précédente ne paraisse l'envahir. Sa respiration s'est légèrement saccadée lorsqu'il a réalisé où il était. Il a tourné la tête, balayant la petite pièce du regard. Quand il a réalisé que nous étions seuls, sa voix a rompu le silence. « Où est Diane ?» a-t-il demandé, d'un ton faible. Je me suis figé. Je ne savais pas comment répondre à cette question sans faire monter sa pression artérielle en flèche. Au lieu de parler, j'ai simplement baissé les yeux sur mes mains, incapable de croiser son regard. Mon silence lui a donné la réponse exacte dont il avait besoin. Mon père a lentement tendu la main droite, désignant ses effets personnels posés sur la petite table de chevet. Il voulait son téléphone. J'ai hésité, inquiète de son niveau de stress après un événement médical aussi majeur. Mais son regard sévère n'a laissé aucune place à la discussion. Je lui ai tendu l'appareil. Il a déverrouillé l'écran et a immédiatement ouvert son fil de médias sociaux. Je suis resté complètement immobile, regardant la lueur de l'écran se refléter dans ses yeux fatigués. Tout en haut de son fil se trouvait une nouvelle publication mise en ligne quelques heures auparavant. Ma mère, Diane, et ma sœur, Sabrina, étaient assises sur une terrasse ensoleillée dans un complexe de luxe à Maui. Ma mère tenait un verre en cristal rempli de champagne cher, affichant un large sourire insouciant à l'appareil photo. À côté d'elle, ma sœur posait avec 3 grands sacs de courses d'une boutique hors taxe haut de gamme. La légende sous la photo disait « Échappé à l'hiver glacial,
profiter de la vraie vie sur l'île. Il n'y avait aucune mention des vacances du Nouvel An, aucune mention de la famille qu'elles avaient laissée derrière elles, et absolument aucun signe d'inquiétude ou de préoccupation. Mon père a fixé l'écran lumineux pendant un long moment. Le moniteur cardiaque à côté de lui a bipé à un rythme légèrement plus rapide, mais il n'a pas dit un mot. Il n'a pas crié. Il n'a pas jeté le téléphone. Il a simplement appuyé sur le bouton d'alimentation, a placé l'appareil face contre sa poitrine, et a regardé fixement les carreaux blancs du plafond. Toute ma vie, il avait toujours trouvé un moyen d'excuser leur comportement égoïste. Il disait que ma mère était juste stressée par la gestion du ménage, ou que ma sœur avait besoin d'une pause de son travail exigeant. Cette fois, les excuses étaient épuisées. Le silence pesant dans la chambre d'hôpital signalait l'effondrement complet de ses illusions de toute une vie. Il les a finalement vues pour ce qu'elles étaient exactement. Elles étaient opportunistes, avides et totalement dépourvues d'empathie. Il a tourné lentement la tête, me regardant droit dans les yeux. La chaleur et la tolérance aveugle qui définissaient habituellement son caractère avaient complètement disparu, remplacées par une détermination froide et calculatrice. Il a pris une profonde et lente inspiration, grimaçant légèrement sous l'effort, et a parlé dans un murmure bas et définitif. Il y a quelque chose de caché sous les lattes du plancher de mon bureau à la maison. Va le chercher. Et quoi que tu fasses, ne le dis ni à ta mère, ni à ta sœur. Je suis retourné en voiture à notre maison sombre dans un silence absolu, je me suis garé dans l'allée et je suis allé directement dans le bureau. J'ai verrouillé la lourde porte en bois derrière moi et je me suis agenouillé sous le grand bureau en chêne. J'ai pressé mes doigts contre le plancher, cherchant le bord inégal que mon père avait mentionné. La troisième planche en partant de la gauche a légèrement bougé sous mon poids. J'ai inséré un tournevis à tête plate dans l'étroite fente, appliquant une pression vers le bas jusqu'à ce que le bois saute avec un craquement sec. À l'intérieur de la cavité peu profonde se trouvait un petit coffre-fort en métal gris. Il était étonnamment lourd, couvert d'une fine couche de poussière pour avoir été caché si longtemps. Je l'ai saisi fermement par la poignée, je l'ai placé avec précaution dans le coffre de ma voiture et je suis retourné directement à l'hôpital. Quand je suis rentré dans la chambre d'hôpital, mon père était légèrement redressé, soutenu par plusieurs oreillers rigides. J'ai placé le coffre-fort gris sur la table à roulettes et je l'ai poussé sur ses genoux. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il entrait lentement une combinaison à 4 chiffres. La serrure a cliqué bruyamment et le lourd couvercle s'est ouvert. À l'intérieur, il n'y avait ni liasse de billets ni bijoux cachés. Au lieu de cela, la boîte contenait d'épais dossiers en manille remplis de documents juridiques complexes, chacun marqué de tampons rouges officiels, de sceaux de tribunal et de signatures de notaire. Mon père a sorti le dossier du dessus, le posant soigneusement sur sa couverture d'hôpital. Il a pris une profonde inspiration tremblante avant de parler. Ton grand-père, Théodore, était un homme très discret, a commencé mon père, sa voix se raffermissant en regardant les papiers. Il est décédé il y a quelques mois. J'ai écouté en silence complet. Mon père a expliqué que grand-père Théodore avait passé toute sa vie à constituer tranquillement un portefeuille massif d'investissements immobiliers et d'entreprises. En raison de la taille considérable de la succession, le processus juridique d'homologation a pris un temps incroyablement long pour être validé par les tribunaux locaux. L'avocat de la succession venait d'envoyer les documents de confirmation finale il y a quelques semaines. Il a continué, tapotant l'épais dossier. Ta mère ne sait rien de cet héritage. Je l'ai gardé secret parce que je voulais observer comment les choses se dérouleraient avant de prendre des décisions financières permanentes. Il a ouvert le dossier et m'a tendu une feuille de résumé imprimée. Les chiffres inscrits sur la page étaient stupéfiants. Les actifs hérités s'élevaient à 24 millions de dollars, entièrement sécurisés dans une fiducie financière, ainsi que l'acte de propriété d'une immense villa au bord de l'eau située au lac Mendota. Selon la loi du Wisconsin, la richesse héritée est considérée comme un bien propre, a déclaré mon père d'un ton neutre. Elle n'appartient pas au patrimoine conjugal. Diane n'a absolument aucun droit légal de toucher un seul centime de cet argent. Il a posé le dossier et a attrapé son portefeuille en cuir sur la table de chevet. Ses doigts ont tâtonné alors qu'il sortait une photo de famille usée. C'était une photo de nous 4 datant de plus de 10 ans. Il a fixé l'image, traçant les visages avec son pouce. Pendant des années, il avait dirigé toutes ses ressources financières et son soutien émotionnel vers ma mère et Sabrina, croyant que leur demande constante n'était que la dynamique naturelle d'une famille réussie. Pendant ce temps, j'avais tranquillement remboursé mes propres prêts étudiants avec un salaire d'enseignante en école maternelle,
sans jamais demander de l'aide ou des vacances de luxe. Il a levé les yeux de la photographie, croisant mon regard. Les moniteurs de l'hôpital bipaient doucement en arrière-plan. Je me suis trompé pendant tant d'années, a-t-il dit, sa voix se brisant de remords sincères. Je leur ai tout donné, et au moment où je suis devenu un fardeau, elles m'ont abandonné alors que je risquais de ne pas m'en sortir. Il a tendu la main et a serré fermement la mienne, sa poigne beaucoup plus forte qu'auparavant. Je ne vais pas les laisser prendre ça, a-t-il dit fermement. Je dois te protéger, Chelsea. Tu es la seule qui se soucie vraiment de moi. J'ai regardé les documents juridiques posés sur ses genoux, réalisant l'immense pouvoir qu'il détenait maintenant. Si ma mère et ma sœur rentraient à la maison et découvraient cette richesse soudaine, elles ne reculeraient devant rien pour le manipuler afin qu'il la partage. Nous devons agir vite, lui et je dis, adoptant son ton sérieux. Nous devrions appeler l'avocat de la succession dès maintenant et tout arranger avant que leur vol n'atterrisse. Ce jeudi après-midi-là, la lourde porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte. L'avocat de mon père, Monsieur Vance, est entré, portant une épaisse mallette en cuir. Il n'était pas seul. 2 autres professionnels le suivaient de près, qu'il a présenté comme un notaire certifié et un témoin indépendant. Avant même que Monsieur Vance n'ouvre sa mallette ou ne pose des papiers sur la table, le médecin traitant est entré dans la chambre pour effectuer une évaluation obligatoire de la capacité. Les protocoles juridiques exigeaient une certitude absolue que mon père était dans le bon état d'esprit avant de prendre des décisions qui changeraient sa vie. Le médecin s'est tenu à côté du lit d'hôpital et a posé une série de questions médicales standards. Il a demandé à mon père d'énoncer son nom légal complet, la date actuelle, notre emplacement exact et le but spécifique de la réunion juridique. Mon père a répondu à chaque question clairement, avec confiance et sans hésitation. Il a regardé le médecin droit dans les yeux et a expliqué qu'il finalisait la planification de sa succession pour protéger ses biens propres. Le médecin a hoché la tête, a pris plusieurs notes détaillées sur son presse-papier médical, et a officiellement consigné dans le dossier médical permanent que Marcus était complètement lucide, mentalement compétent et pleinement capable de signer des documents juridiques contraignants. Une fois l'autorisation médicale obtenue, le médecin a quitté la chambre, nous laissant gérer les affaires juridiques. Monsieur Vance a ouvert sa mallette et a sorti une pile de classeurs juridiques soigneusement organisés. Il a tendu à mon père un stylo noir et a poussé le classeur du dessus vers l'avant sur la table à roulettes. Le document principal était une fiducie irrévocable. Monsieur Vance a expliqué les termes clairement et directement. En signant ce type spécifique de fiducie, mon père transférait de manière permanente l'intégralité de sa richesse héritée dans une entité juridique protégée. Les 24 millions de dollars et l'acte de propriété officiel de la villa du lac Mendota quittaient sa propriété personnelle directe pour entrer dans la fiducie. Le document me nommait explicitement, Chelsea, comme unique fiduciaire et bénéficiaire juridique exclusive de toute la succession. Une fois ce document signé, il ne peut être modifié, annulé ou contesté légalement par quiconque, y compris votre femme, a déclaré Monsieur Vance d'un ton neutre. Les actifs seront complètement protégés du patrimoine conjugal et intouchables dans une procédure de divorce. Mon père n'a pas hésité. Il a saisi fermement le stylo et a signé son nom sur les lignes désignées sur plusieurs pages. Le notaire s'est avancé, a examiné sa pièce d'identité gouvernementale et a fermement apposé son tampon encreur officiel sur les pages de signature. Le témoin indépendant a ensuite ajouté sa signature pour vérifier l'ensemble du processus. En 20 minutes, le transfert de richesse était légalement scellé. Diane et Sabrina avaient officiellement perdu toute chance d'accéder à l'héritage. Cependant, sécuriser l'héritage n'était que la première étape. Mon père a rendu les documents signés à Monsieur Vance, puis m'a regardé et a demandé son téléphone portable. Il a composé le numéro du service client de sa banque principale et a mis l'appel sur haut-parleur pour que je puisse entendre la transaction. Lorsque le représentant de la banque a répondu, mon père a demandé des modifications immédiates et permanentes de ses comptes financiers. Premièrement, il a ordonné à la banque de révoquer instantanément le statut de Diane en tant qu'utilisatrice autorisée sur toutes ses cartes de crédit personnelles. Il a ensuite demandé au représentant de geler complètement toutes les lignes de crédit ouvertes fonctionnant uniquement sous son nom, s'assurant qu'aucune autre charge ne pourrait être approuvée. Ensuite, il a initié le virement immédiat de ses fonds de retraite personnels, déplaçant l'argent hors de leur accès partagé vers un compte individuel nouvellement établi et hautement sécurisé. Le représentant de la banque a demandé s'il voulait également fermer les principaux comptes chèques et de crédit joints. Mon père a donné une réponse froide et calculée.
il a explicitement demandé à la banque de laisser les comptes joints ouverts et entièrement actifs. Il savait exactement ce qu'il faisait. Ma mère était actuellement à Hawaï, utilisant activement ses cartes jointes pour payer des suites de luxe, des dîners coûteux et des virées shopping haut de gamme. En laissant ses comptes spécifiques ouverts, mais en coupant ses propres contributions financières, la dette qui s'accumulait rapidement tomberait directement sur ses épaules. Elle serait laissée entièrement responsable de la ruine financière massive qu'elle était en train de créer. Le représentant de la banque a confirmé que toutes les modifications demandées étaient traitées et effectives immédiatement. Mon père a mis fin à l'appel et a posé le téléphone. Le verrouillage juridique et financier était complet. À la fin de la semaine, l'hôpital a officiellement autorisé la sortie de mon père. Je l'ai ramené à notre maison à Madison le vendredi après-midi. L'entreprise de fourniture médicale avait déjà livré un fauteuil roulant temporaire et quelques articles de convalescence nécessaires. Nous nous sommes installés dans la maison silencieuse, pleinement conscients que ce retour n'était que temporaire. Mon père ne revenait pas pour reprendre son ancienne vie. Il attendait simplement ici pour exécuter les dernières étapes de son plan et attendre que les papiers du divorce soient entièrement traités par le tribunal. Nous avons passé le samedi matin dans un silence relatif, organisant ses documents personnels, emballant quelques-uns de ses effets essentiels dans de petites boîtes et nous préparant à la confrontation inévitable. Le calme a été rompu tard le samedi soir. J'étais debout près de la fenêtre avant lorsqu'un taxi jaune envoyé de l'aéroport régional du comté de Dane s'est arrêté brusquement dans notre allée. Les portes arrière se sont ouvertes, et les voix fortes et familières de ma mère et de ma sœur ont immédiatement rempli l'air glacial de l'hiver. Elles ne voyageaient pas léger. Le chauffeur de taxi a passé plusieurs minutes à décharger 3 valises massives, suivies d'un nombre excessif de sacs de course de marque Ortax. J'ai observé à travers la vitre Diane et Sabrina se tenir dans l'allée, se plaignant bruyamment au chauffeur de l'espace du coffre et de la chute soudaine de température. Elles agissaient comme si l'hiver du Wisconsin était une insulte personnelle après leurs vacances tropicales. Elles ont traîné leurs lourds bagages jusqu'aux marches de l'entrée et ont poussé la porte d'entrée. Le couloir s'est immédiatement rempli de l'odeur écrasante de lotion à la noix de coco et de cuir neuf. Diane a laissé tomber 2 grands sacs de course sur le sol, poussant un soupir d'épuisement dramatique. Elle a enlevé ses sandales de créateur, se plaignant bruyamment de la raideur de ses jambes après le long vol depuis Maui. Sabrina a roulé sa valise surdimensionnée directement au centre de l'entrée, bloquant complètement le passage. Elle a jeté ses lunettes de soleil sur la console de l'entrée. Aucune d'elles n'a appelé pour prendre des nouvelles de mon père. Aucune d'elles n'a demandé comment s'était passée la visite d'urgence à l'hôpital. Elles n'ont pas demandé s'il se remettait, ce que les médecins avaient dit, ou même s'il était encore en vie. Leur manque total d'inquiétude était exactement ce à quoi mon père s'attendait. Pourtant, en être témoin en personne était encore incroyablement choquant. Sabrina m'a finalement remarqué, debout au bout du couloir. Elle n'a pas salué. Au lieu de cela, ses yeux ont balayé le salon, observant la petite pile de documents médicaux sur la table basse, une couverture pliée sur le canapé et une boîte de médicaments sur ordonnance posée sur la table d'appoint. Son visage s'est tordu en une expression de pur dégoût. C'est vraiment comme ça que la maison est, a exigé Sabrina, les mains sur les hanches. Elle a fait un geste vague vers le salon, ignorant totalement la nature médicale des objets. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé fixement. Ne reste pas planté là, a poursuivi Sabrina, son ton sec et autoritaire. Prends ces sacs Ortax et monte ma valise dans ma chambre. Fais attention avec les sacs blancs. Il y a des bouteilles en verre fragile dedans. Et assure-toi de débarrasser cette table basse immédiatement. J'ai besoin de m'asseoir, de m'étirer et de trier mes reçus d'achat. Diane s'est approchée derrière Sabrina, soutenant entièrement l'attitude autoritaire de sa fille aînée. Écoute ta sœur, Chelsea, a-t-elle ordonné, déboutonnant son léger manteau de voyage et le jetant sur une chaise. Nous sommes complètement épuisés d'avoir voyagé toute la journée. Nous avons besoin que cette maison soit propre, et nous avons besoin de tes chauds. Dépêche-toi de retirer ces sacs du chemin avant que quelqu'un ne trébuche dessus. Tu as eu toute la semaine pour garder les choses en ordre. Je n'ai pas pris les sacs. Je ne me suis pas avancé pour aider. J'ai simplement croisé les bras sur ma poitrine, plantant fermement mes pieds sur le parquet, et j'ai maintenu un regard froid et inflexible. Mon refus absolu d'obéir à leurs ordres a provoqué un éclair de colère véritable sur le visage de ma mère. Elle a ouvert la bouche pour crier, tout à fait prête à déclencher une dure leçon sur le respect et l'obéissance.
Avant qu'elle ne puisse prononcer un seul mot, le grincement distinct de roues en caoutchouc a résonné depuis la cuisine. Diane et Sabrina se sont figées, tournant la tête vers le son. Mon père a fait rouler son fauteuil roulant hors de l'ombre de la cuisine et dans la lumière vive du couloir. Il tenait une canne en bois massif dans sa main droite. Il n'avait pas l'air faible, et il n'avait pas l'air indulgent. Il a levé la canne et a frappé lourdement la pointe en laiton contre le parquet. Le craquement sec a résonné bruyamment dans toute la maison, réduisant instantanément ma mère et ma sœur au silence. « Asseyez-vous, vous toutes » a commandé mon père, sa voix complètement dénuée de toute chaleur. La porte du bureau s'est ouverte en cliquant. Monsieur Vance est sorti dans le salon, portant son épaisse mallette en cuir. Il est passé directement devant ma mère et ma sœur sans offrir de salutations polies et a pris place dans le fauteuil en face du canapé. Diane et Sabrina le regardèrent, confuses. Toujours debout au milieu de la pièce, elles se sont lentement assises sur le bord du canapé, leur attitude auparavant arrogante faiblissant à l'apparition soudaine d'un professionnel du droit dans leur maison. Monsieur Vance a ouvert sa mallette. Il ne s'est pas tenu au centre de la pièce pour lire un grand parchemin. Au lieu de cela, il a sorti 2 paquets de papier soigneusement agrafés et les a fait glisser sur la table basse en verre vers Diane et Sabrina. Ce sont des copies légales officielles pour vos dossiers personnels, a déclaré Monsieur Vance, sa voix entièrement neutre et strictement professionnelle. Diane a hésité avant de prendre le paquet. Sabrina s'est penchée pour lire par-dessus l'épaule de sa mère. Leurs yeux ont parcouru la première page. Monsieur Vance leur a donné quelques secondes pour assimiler la lourde terminologie juridique avant de fournir une explication verbale concise. Il a déclaré que grand-père Théodore avait laissé une succession substantielle, comprenant 24 millions de dollars d'actifs liquides et une immense propriété au bord de l'eau au lac Mendota, entièrement à mon père. Il a ensuite expliqué que mon père avait légalement transféré chaque actif hérité dans une fiducie irrévocable nouvellement établie. Chelsea est l'unique fiduciaire et la bénéficiaire exclusive de cette fiducie, a conclu Monsieur Vance, en montrant la clause spécifique à la page 3. Le transfert est complètement finalisé, dûment notarié et juridiquement contraignant. Diane a laissé tomber les papiers sur la table comme s'il lui avait brûlé les doigts. La couleur a quitté son visage, la laissant pâle et visiblement tremblante. Sabrina a saisi le paquet, ses yeux parcourant frénétiquement les pages pour trouver une faille cachée dans le texte. « Vous ne pouvez pas nous faire ça » a balbutié Diane, sa voix montant rapidement en panique alors que l'ampleur de la fortune perdue s'installait. Elle a pointé un doigt tremblant directement sur mon père, son épuisement antérieur complètement remplacé par une fureur désespérée. Nous sommes mariés légalement depuis plus de 30 ans. La moitié de tout ce que tu possèdes m'appartient de droit. J'engagerai l'avocat le plus agressif de cet État et je te poursuivrai pour chaque centime. Je traînerai cette affaire devant les tribunaux pendant des années jusqu'à ce que cette fiducie soit complètement démantelée et que j'obtienne ma part légitime. Monsieur Vance n'a pas bronché face à la menace. Il s'est légèrement penché en avant, posant ses mains sur ses genoux, et a maintenu son calme. Vous êtes tout à fait libre de consulter l'avocat de votre choix, a répondu Monsieur Vance. Cependant, je dois vous informer de la réalité juridique exacte. Selon la loi de l'État du Wisconsin, la richesse héritée est classée strictement comme un bien propre. Parce que ces fonds ont été déposés directement dans la fiducie et n'ont jamais été mélangés avec vos comptes chèques ou d'épargne matrimoniaux joints, l'héritage reste entièrement protégé. Il est entièrement exempt de la division matrimoniale standard lors d'un divorce. Votre mari avait le droit légal absolu d'établir cette fiducie indépendamment et de désigner Chelsea comme unique bénéficiaire. Toute contestation légale que vous tenterez sera immédiatement rejetée par un juge, et vous ne réussirez qu'à épuiser vos propres ressources financières en frais d'avocat inutiles. Sabrina a claqué les papiers agrafés sur la table en verre, son visage empourpré de colère soudaine. Elle m'a fusillé du regard, ses poings serrés fermement à ses côtés. C'est complètement ridicule. Nous sommes ta vraie famille, a-t-elle crié à mon père, abandonnant complètement son personnage posé d'agent immobilier. Tu vas juste donner 24 millions de dollars et un manoir au bord du lac à une enseignante de maternelle qui peut à peine payer ses propres prêts étudiants et nous laisser sans rien. Mon père ne s'est pas engagé dans une joute verbale. Il n'a pas défendu mes choix de carrière ni élevé la voix pour correspondre à l'hostilité de Sabrina. Il est resté parfaitement immobile dans son fauteuil roulant temporaire, son expression plus froide que l'air glacial de l'hiver à l'extérieur. Il a fouillé dans la poche latérale de son fauteuil roulant et a sorti un autre dossier en manille. Il l'a jeté en avant sur la table en verre. Il a atterri lourdement directement sur les documents de la succession.
Diane a fixé le nouveau dossier, ses mains tremblant trop pour le prendre immédiatement. Elle a regardé Monsieur Vance, espérant une explication différente, mais l'avocat est resté silencieux. « Je ne discute pas avec vous », a dit mon père, sa voix tombant à un registre bas et définitif. « Je vous informe simplement de la nouvelle réalité. Lisez la page de couverture. » Diane a lentement tendu la main et a tiré le dossier plus près. Ses yeux se sont écarquillés en lisant le texte en gras imprimé sur la feuille supérieure. « Ce sont les papiers du divorce », a déclaré mon père, coupant court à toute discussion ultérieure. Ils ont déjà été déposés et traités au tribunal de circuit du comté de Dane. Tôt le lundi matin, le fort grondement d'un lourd moteur diesel a fait trembler les fenêtres avant de la maison. Un énorme camion de déménagement a reculé lentement dans notre allée, écrasant la fine couche de glace, et s'est mis en stationnement. La lourde rampe métallique est tombée au sol avec un grand bruit sec. 3 hommes en uniforme gris assortis ont monté les marches de l'entrée et sont entrés dans la maison sans hésitation. Pleinement préparés pour la tâche, Diane et Sabrina se sont précipités en bas en pyjama, exigeant de savoir ce qui se passait. Le déménageur principal a complètement ignoré leurs cris frénétiques. Il s'est dirigé directement vers mon père, qui lui a remis une liste d'inventaire détaillée. Les hommes se sont immédiatement mis au travail. Ils ont strictement rassemblé le lit d'hôpital motorisé, son équipement médical personnel, les classeurs verrouillés et ses vêtements. Ils ont soigneusement emballé ses biens propres, non contestés. Ils n'ont délibérément touché à aucun des meubles coûteux de Diane, à sa garde-robe de créateur ou aux effets personnels de Sabrina. « Vous ne pouvez pas simplement prendre ces affaires et partir », a crié Diane, essayant de bloquer physiquement un déménageur qui portait une pile de boîtes de documents. « Nous sommes toujours légalement mariés. C'est notre maison. » Mon père a calmement fait avancer son fauteuil et lui a tendu une épaisse enveloppe blanche. Elle portait le logo officiel de son principal prêteur hypothécaire, clairement imprimé dans le coin supérieur. Diane la lui a arrachée des mains, la déchirant pour en sortir un document juridique formel. « Ceci est un avis de défaut de paiement », a déclaré mon père d'un ton neutre. « J'ai arrêté de verser des contributions financières à l'hypothèque le mois dernier. Vous avez contracté cet énorme deuxième prêt sur cette propriété pour financer vos virées shopping sans fin. Je ne subventionne plus vos dettes. La procédure de saisie légale a officiellement commencé, et il n'y a pas de retour en arrière possible. La banque saisira cette propriété dans quelques mois. » Sabrina a eu un hoquet bruyant, arrachant le papier épais des mains de sa mère. Elle a lu l'impression en gras détaillant la grave délinquance et les actions légales imminentes. La dure réalité de perdre leur résidence principale les a frappés simultanément. « Tu as planifié ça depuis le début », a murmuré Diane, ses mains tremblant violemment, fixant l'avis de saisie. « Tu nous laisses avec absolument rien. Comment suis-je censé payer pour cette maison? Comment suis-je censé vivre ?» Mon père n'a offert aucune sympathie. « Vous devrez trouver la solution vous-même », a-t-il répondu. Il a bloqué les freins de son fauteuil roulant, signalant que la conversation était terminée. Furieuse et totalement réticente à accepter la défaite, Diane a saisi son lourd sac à main de créateur. « Je ne reste pas dans cette maison vide et glaciale pour me faire insulter », a-t-elle lancé, se tournant brusquement vers la porte d'entrée. « Je m'enregistre au Marriott du centre-ville. Je traiterai avec mes avocats depuis une suite de luxe. » Elle est sortie en trombe, claquant la lourde porte en bois derrière elle, laissant Sabrina seule dans le couloir froid. J'ai aidé mon père à descendre en toute sécurité les marches de l'entrée et je l'ai guidé vers ma voiture qui attendait près du trottoir. Alors que les déménageurs sécurisaient la dernière de ces boîtes et s'éloignaient, j'ai démarré le moteur. Je savais exactement ce qui allait se passer de l'autre côté de la ville. J'avais l'application bancaire ouverte sur mon téléphone, surveillant les alertes du compte joint. 20 minutes plus tard, la première notification est apparue. Diane était arrivée à la réception de l'hôtel. Elle a tendu au réceptionniste sa carte de crédit dorée, s'attendant pleinement à un traitement VIP. Le réceptionniste a inséré la puce de sécurité dans le terminal de point de vente. Au lieu d'imprimer un reçu d'approbation, la machine a émis un bip sec et négatif. L'écran a affiché un message d'erreur rouge vif. Refusé. Les alertes ont montré qu'elle a essayé sa deuxième carte immédiatement après. Le système bancaire a traité la demande et a renvoyé exactement le même résultat, refusé. Son accès en tant qu'utilisatrice autorisée était complètement révoqué. Les comptes joints étaient gelés en raison des soldes débiteurs massifs accumulés à Hawaï.
Elle n'avait absolument aucun accès à des liquidités, aucune limite de crédit disponible et aucun filet de sécurité financier. L'effondrement financier total qu'elle avait si négligemment provoqué était maintenant une réalité concrète. J'ai verrouillé l'écran de mon téléphone et j'ai mis la voiture en marche. Je n'ai pas regardé la maison en arrière, et mon père non plus. Nous avons roulé lentement dans la rue de banlieue calme, laissant l'épave absolue de leur cupidité fermement dans le rétroviseur. Le chapitre toxique de nos vies était terminé, et nous étions enfin libres. 12 mois ont passé. L'hiver rigoureux s'est estompé, complètement remplacé par la chaude brise d'été qui soufflait sur les eaux scintillantes du lac Mendota. Mon père, Marcus, marchait d'un pas assuré le long de la terrasse en bois de notre villa au bord de l'eau. Il n'avait pas besoin de son fauteuil roulant et avait complètement abandonné sa canne en bois. Après avoir suivi un programme strict de réadaptation cardiaque de 6 mois, participant à 3 sessions par semaine sans faute, sa santé physique était meilleure qu'elle ne l'avait été depuis une décennie. Nous passions nos matinées à boire du café au bord de l'eau. J'ai officiellement cessé d'enseigner en maternelle pour gérer la fiducie irrévocable à plein temps. J'ai installé un bureau à domicile avec vue sur le lac, travaillant en étroite collaboration avec des conseillers financiers et des fiscalistes pour assurer que la succession continue de croître régulièrement. Notre vie quotidienne était calme, stable et incroyablement paisible. Les cris constants, les exigences déraisonnables ou le lourd stress financier ne nous manquaient pas. La réalité de l'autre côté de la ville était entièrement différente. La procédure de saisie légale sur l'ancienne maison s'est finalisée il y a 8 mois. La banque a officiellement saisi la propriété, expulsé ses occupants restants et l'a vendue aux enchères publiques pour recouvrer le solde impayé de l'hypothèque et les impôts fonciers en souffrance. Diane et Sabrina ont été forcées d'emballer les effets personnels qui leur restaient dans des camionnettes de location et de déménager dans un complexe d'appartements exigus et vieillissants du côté industriel de la ville. Leur effondrement financier soudain a déclenché une spirale descendante rapide. Désespérée de maintenir son style de vie somptueux et de rembourser des dettes de cartes de crédit croissantes, Sabrina a commis une grave erreur professionnelle. Elle a tenté d'obtenir secrètement une double commission sur une transaction immobilière commerciale, violant des réglementations strictes de l'industrie. Un client a découvert la grave violation de l'éthique et a déposé une plainte formelle contre elle. Le Conseil de l'immobilier de l'État a lancé une enquête immédiate, l'a déclarée coupable de faute grave et a révoqué de manière permanente sa licence immobilière. Sa carrière lucrative a disparu du jour au lendemain, ne lui laissant rien d'autre qu'une pile de cartes de visite sans valeur. Sans ses qualifications, elle était complètement inemployable dans le secteur concurrentiel des entreprises. Aujourd'hui, l'ancien agent immobilier de luxe travaille comme vendeuse au détail standard dans un centre commercial local moribond. Elle passe 12 heures par jour à plier des pulls à prix réduit, à organiser des rayons de solde et à se tenir derrière une caisse enregistreuse pour le salaire minimum. Ma mère a fait face à une réalité tout aussi dure. Le divorce s'est finalisé sans heurts, la laissant sans aucune prétention sur la richesse propre de mon père. Sans mari pour financer ses habitudes de magasinage ou une fille riche à exploiter, Diane a dû entrer sur le marché du travail pour la première fois en 30 ans. Elle n'a pas pu trouver un emploi de bureau confortable. Au lieu de cela, elle a obtenu un poste de réceptionniste de nuit dans un motel de bord de route bon marché situé juste à côté de l'autoroute inter-État. La femme qui exigeait autrefois un service de villégiature 5 étoiles à Moï passe maintenant ses nuits debout derrière une vitre par balle de minuit à 8 heures du matin. Elle distribue des clés de chambre en plastique bon marché, traite des cartes de crédit refusées et s'occupe de voyageurs mécontents et épuisés qui se plaignent des chambres sales. Elle travaille ses quarts de nuit exténuants, manquant les vacances et les week-ends, juste pour gagner assez d'argent pour couvrir sa moitié du loyer de l'appartement et les services publics de base. Elles sont toutes les deux piégées dans un cycle de travail manuel sans fin et de dettes à taux d'intérêt élevés écrasantes depuis 1 an. Aucune d'elles n'a essayé de nous contacter. Je ne les ai pas contactées non plus. Le silence complet a prouvé exactement ce que mon père et moi savions déjà. Nous n'étions que des outils pour financer leurs illusions de grandeur. La vraie famille n'est pas déterminée par la génétique partagée, ni définie par l'exigence de respect basée uniquement sur des titres parentaux ou fraternels. La famille est définie par les personnes qui restent à vos côtés pendant vos pires moments. Ce sont les personnes qui se présentent pour aider quand il n'y a absolument rien de matériel à gagner. Elles le font simplement par amour, par devoir et par pure compassion. J'ai choisi de rester aux côtés de mon père alors qu'il s'éteignait rapidement en cette terrible veille du Nouvel An, complètement inconsciente du secret massif qu'il détenait. En retour, il m'a donné le pouvoir de changer nos deux vies pour toujours,
me remettant les clés d'un avenir rempli de sécurité et de paix véritable. La cupidité finit par détruire les cupides, leur laissant exactement ce qu'ils méritent. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la fin. Si vous avez déjà dû couper les ponts avec des parents toxiques pour protéger votre propre paix, j'aimerais beaucoup lire vos pensées. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et partager vos expériences personnelles. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.